Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire vraiment déconcertante, celle de Dorothée Puente. Oui, une femme de 51 ans qui, en Californie, ouvre une pension. L'idée, c'était d'aider des personnes malades, handicapées. Voilà, un projet qui semble tout à fait louable au départ. Une figure un peu maternelle, on imagine ? Exactement. Mais bon, derrière cette image, la réalité est, disons, effroyable. Oui, on parle de disparition, d'une pension qui a fini par être surnommée la Maison de l'Horreur. On va essayer de démêler un peu les faits avec ce qu'on sait, hein. C'est ça, et ce contraste, il est là dès le début. D'un côté, t'as cette femme super appréciée dans le quartier, qui fait des bons petits plats. La grand-mère idéale, presque. Voilà. Et de l'autre, une vie construite sur pas mal de mensonges. Elle a même inventé toute une histoire sur une enfance au Mexique pour son mari Fred. Ah oui, ok. Son passé réel, on en sait quoi alors ? Pas grand-chose de fiable en fait. Née en 1929, elle disait que son enfance était normale, mais bon, la dissimulation, elle était déjà là. Et ça ne s'arrête pas aux histoires sur son passé, si je comprends bien. Avant la pension, il y a déjà eu des problèmes avec la justice. Oui, tout à fait. Des faux chèques d'abord. Ça l'a même menée en prison. Il y a aussi eu des accusations de violence contre un certain Johnson. Et puis, juste après sa sortie de prison, des vols. Elle ciblait des personnes âgées. On a l'impression qu'elle tâtonnait en quelque sorte. Qu'elle cherchait sa voie criminelle, si on peut dire. C'est un peu ça, oui. C'est une escalade en fait. Elle monte un service de comptabilité, puis elle ouvre un resto, le Round Corner, avec une associée, Ruth. D'accord. Et là, quand le mari de Ruth tombe malade, très malade, Dorothée, elle en profite. Elle détourne l'argent de leur entreprise. C'est vers 1982, on dirait qu'elle a trouvé sa méthode, quoi. Voler efficacement. Et c'est là qu'arrive cette histoire avec Everson Gilmuth. Ça semble être un moment clé. Oui, c'est tragique. Il vient la chercher quand elle sort de prison. Une relation commence, il lui fait confiance, lui donne accès à ses comptes. Et il disparaît. Exactement. Son corps est retrouvé bien plus tard, dans une rivière, méconnaissable. C'est la première victime connue qui lui est directement liée. Et il y a déjà cet homme qu'elle paye pour l'aider. Oui, pour transporter une boîte, sans poser de questions. C'est un élément important, cet homme qui va l'aider sans savoir ou sans vouloir savoir. Et c'est comme ça que la pension démarre, dans la maison qu'elle a récupérée de Ruth. C'est ça, la grande maison. Et puis, il y a ce partenariat, assez incroyable, avec une assistante sociale, Peggy Nicholson. Attends, une assistante sociale. Ok. Elle lui envoyait des gens ? Oui. 19 personnes. Au fil des années, Peggy Nicholson lui adresse 19 personnes, toutes vulnérables. Et toutes ? Toutes disparaîtront après s'être installées chez Dorothée. Son système se met en place. Séduire, obtenir le contrôle financier, puis l'élimination. Probablement par empoisonnement. L'empoisonnement ? Oui, les sources parlent d'achats réguliers de sédatifs, alors qu'elle n'en avait pas besoin pour elle-même. Et des résidents qui ont témoigné plus tard d'un goût bizarre dans l'eau. Et la cuisine, c'était interdit d'accès pour eux. C'est glaçant. Et les corps, elle en faisait quoi ? Alors là, c'est l'horreur absolue. Certaines, elles les enterrent dans le jardin. Elles disaient aux voisins qu'elles mettaient de l'engrais. De l'engrais, mon Dieu. D'autres jetées dans la rivière, comme Gilmuth, ou cachées en forêt. Les voisins, ils se plaignaient des odeurs, des odeurs pestilentielles. Mais bon, son image de gentille mamie, ça l'a protégée longtemps. Et elle utilisait toujours cet homme pour l'aider. Oui, pour creuser ou pour se débarrasser de ce qu'elle appelait des déchets. Dans des sacs poubelles, avec une brouette. Mais comment ça a fini par éclater tout ça ? C'est la disparition d'une résidente, Berthe Montoya, qui déclenche tout. Un autre résident, John, il a des doutes depuis un moment. Il alerte la police, discrètement. Qu'est-ce qu'il avait remarqué ? Plein de choses. Des malaises bizarres après les repas, les disparitions qui suivaient toujours ces malaises, les odeurs fortes quand elle faisait des trous dans le jardin, souvent la nuit. Et puis, la nuit où Berthe a disparu, il a entendu un bruit sourd. Son témoignage a été décisif. Et là, la police fouille le jardin. Oui, et il trouve plusieurs corps. Certains avaient encore leur montre qui fonctionnait. Il trouve aussi la pelle, probablement pour creuser, mais peut-être aussi pour frapper. Et Dorothée ? Sa réaction ? Au début, elle nie tout en bloc. Puis, pendant que la police enquête, elle prend la fuite. C'est un homme qu'elle essayait d'arnaquer à ce moment-là. Un certain Charles, qui la reconnaît et la dénonce. Elle est arrêtée.
Au procès, elle a changé de version, non? Elle a admis les décès, mais elle a dit qu'elle avait paniqué parce qu'il mourait trop souvent de causes naturelles, soi-disant. Le jury, lui, a eu du mal. 43 jours pour délibérer, c'est énorme. Pourquoi si long, hein? Avec tous ces corps, ces témoignages? Justement, il manquait la preuve médico-légale directe. Surtout pour les empoisonnements, c'était difficile à prouver formellement après tout ce temps. Même si les témoignages des familles, des autres résidents, des voisins, tout pointait vers elle. Mais sans preuve scientifique irréfutable, ça a compliqué les choses. Elle a quand même été condamnée. Mais il reste des zones d'ombre, j'imagine. Ah oui, pas mal. Cet homme qui l'aidait, savait-il vraiment ce qu'il transportait? On parle de corps parfois démembrés. Et puis John McCall, ce résident qui l'a rejoint juste avant qu'elle ne s'enfuit, pourquoi? Et il disparaît lui-même après l'affaire. C'est très étrange. Sans parler de la possibilité qu'il y ait d'autres corps dans ce jardin. Exactement. On ne saura peut-être jamais. Dorothée Pointé, elle a fait 23 ans de prison. Et jusqu'au bout, elle a clamé son innocence. Parfois, elle parlait de complot ou même d'obstacles divins dans des interviews. C'est assez fou. Oui, et en même temps, les rapports de prison disaient qu'elle avait un comportement exemplaire. Coiffeuse, jardinière. Pendant ce temps, la maison est devenue un lieu de pèlerinage pour les émissions de chasseurs de fantômes, ce genre de choses. Oui, le folklore macabre qui s'installe. Mais au-delà de ça, ce qui reste, c'est cette duplicité incroyable. Oui, c'est ça la question qui reste, non? Comment une façade aussi banale, aussi rassurante, a pu cacher des actes pareils?